bonjour à toutes et à tous, on espère que vous avez passé une bonne pause déjeuner et on va entamer directement l'après-midi. Concilier la protection de la santé publique et les libertés individuelles, eh bien, ce n'est pas une chose simple. Lors de la pandémie, les médecins, tout autant que les responsables politiques, ont dû trouver le bon dosage entre les deux valeurs essentielles que sont ces deux éléments. Et à la lumière de cette expérience, certaines leçons ont pu être tirées, mises à profit en matière de vaccination. Je vais laisser le professeur Sansonetti nous expliquer comment s'est articulée cette session que nous allons maintenant ouvrir. Bien, merci Vanessa. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, je voulais juste assez rapidement introduire cette différence du table ronde. En fait, c'est un dialogue et c'est quelque chose qui avait très très bien marché dans ces webinaires. On a voulu le reproduire. Je le ferai de façon peut-être un petit peu inhabituelle, mais pas du tout irrévérencieuse. Ça vous rappellera peut-être à certains de bons ou de mauvais souvenirs pour parler de la santé publique et de la liberté individuelle. Donc Rabelais, en fait, trouvait le libre arbitre dans Gargantua avec son fameux « fait ce que voudra », mais Descartes, dans ses méditations métaphysiques, affirmait que, au fond, le libre arbitre, c'était le plus bas degré de notre liberté. Spinoza ajoutait que l'éthique, les hommes se trompent lorsqu'ils se croient libres, et ce qu'explicitait Jean-Paul Sartre dans l'existentialisme est un humanisme en disant qu'il n'existait pas de situation où l'action de l'homme, fille de sa liberté, bien entendu, n'était soumise à de très nombreuses interférences ou influences. Et puis finalement, dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est stipulé que la liberté est finalement la possibilité de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc sur ces bases-là, je vous invite à un devoir, en prenant comme exemple la discussion ou en fait l'acceptabilité des vaccins et en vous basant sur l'expérience récente de la pandémie de Covid-19, pourriez-vous réfléchir à cette interface, à ce conflit qui se joue entre la liberté individuelle, la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Et est-ce que l'argument de la santé publique, au fond, dans ces circonstances, peut être considéré comme amenant ou permettant un arbitrage de ce conflit par l'État? Voilà, vous avez une heure et voilà, Alors, pour parler de tout cela, on va accueillir la professeure Brigitte Autran. Elle est professeure émérite en immunologie à la faculté de médecine de la Sorbonne. Vous êtes spécialisée, professeure Autran, en maladies infectieuses et en immunologie pendant 20 ans. Vos travaux ont porté sur l'immunologie des virus, particulièrement le HIV, et sur les vaccins. Alors, après avoir été membre du comité scientifique vaccin et du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, vous êtes aujourd'hui président du comité français de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Et puis à vos côtés, et vous le connaissez bien, le professeur Nathan Plumet. Professeur Plumet, vous êtes professeur émérite de médecine et des maladies infectieuses à l'ULB, chef honoraire aussi du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Pierre. Vous êtes connu pour vos recherches cliniques en matière de maladies infectieuses, particulièrement également le VIH, et également vos recherches sur le traitement antirétroviral. En 1983, c'est vous qui rapportez les premiers cas de sida chez les patients hétérosexuels en Afrique. Et aujourd'hui, vous êtes conseiller Covid auprès de la ville de Bruxelles. Évidemment, c'est un résumé, très résumé. Je pense que tous ceux qui sont ici à l'Académie auront comblé le trou pour moi. Et professeur Plumet, vous êtes le lockdown, on vous a vu beaucoup en télévision, dans les médias à la période du lockdown, à la période de la pandémie. Alors, vous êtes port du masque aussi, la vaccination, ces mesures, ça n'a pas été simple. Beaucoup de médecins ici, justement, d'épidémiologie, je vois Marie Gilbert dans la salle, se sont battus pour essayer un petit peu de répandre les bonnes informations. La ventilation dans un second temps dans les espaces publics, ça a permis aussi de limiter
la réduction des libertés individuelles. Alors invoquer la santé publique, on avait l'impression que ça pouvait sembler suffisant, et pourtant on s'est rendu compte que pas forcément pour tout le monde quand il s'agissait de réduire les libertés individuelles. Alors où est-ce qu'on doit mettre la barre, comment jauger, comment expliquer? Eh bien, vous allez faire le point pour nous en quelques minutes avec les slides. Merci Vanessa pour cette introduction. Monsieur Sansanetti, vous avez cité Spinoza, mais vous l'avez cité de manière incomplète. Alors, la précitation de Spinoza sur la liberté, je l'aime beaucoup. Il dit: la vraie liberté est la libération de nos illusions, par la connaissance des causes. Plus on connaît, plus on est libre. Et je trouve ça extraordinaire comme définition, parce que tout ce que nous voyons dans l'agitation, le président de l'Ordre des médecins ici me disait, les manifestants, il y a des manifestants devant la maison de l'Ordre, et c'est tous des ignorants qui sont là, hein, c'est tous des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, et qui viennent exposer leur opinion. Alors ici, je vais vous montrer quelques slides qui ne sont pas exhaustifs, bien entendu, mais qui pourront introduire le débat. Comment est-ce qu'on peut concilier la santé publique et la liberté individuelle? Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment, la liberté, c'est la chose la plus précieuse que nous ayons. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est dans la jouissance des libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi. Je crois que le mot loi est très important, en vue d'assurer les libertés d'autrui et satisfaire aux exigences du bien-être général dans une société démocratique. Chaque mot est important. Malheureusement, nous avons vécu avec le Covid quelque chose comme ça. C'est les individualités, l'individualisme, c'est moi d'abord, c'est moi qui décide, et donc les autres ont des droits et la majorité, on s'en fiche. Et je crois que c'est un vrai problème actuellement qui est amplifié par la problématique des réseaux sociaux, évidemment, où le moindre élément est mis en exergue et conduit à des affirmations parfois très agressives d'une liberté. Alors une question qui s'est posée pendant cette pandémie, c'est que est-ce que la pandémie transforme nos sociétés démocratiques en dictature sanitaire? Et ça, c'est un argument qui a été très fort poussé en avant par tous les opposants à toutes les mesures qu'on propose. Nous sommes en dictature, ce qui est quand même une manifestation un peu excessive. Mais il y a eu des dictatures sanitaires. J'ai pris ici l'exemple des Philippines, où le président Duterte, qui s'était déjà illustré sur sa lutte contre les toxicomanes, en assassinant et en mettant en prison tout ce qui avait un tatouage et qui traînait dans la rue, il a imposé, il a menacé de prison ceux qui refusaient la vaccination. Ici, c'était une bonne chose. En fait, ça, c'est une vraie dictature. C'est une vraie dictature. Par contre, la Chine, elle, c'est la définition de la techno-dictature sanitaire. La surveillance électronique, c'est des QR codes comme une couleur, vert, jaune, rouge, qui sont basés sur le dépistage systématique et répété, un historique des déplacements, la domiciliation. Si vous perdez des points, vous ne pouvez plus partir en voyage, on vous enlève des aides, etc. Et ces mesures définissent l'autorisation de se déplacer. Vous vous rappelez ces immeubles où on avait mis des grilles devant les portes pour empêcher les gens de sortir et se déplacer dans les immeubles, les espaces publics. Il y a eu une délégation du pouvoir à des officiels locaux qui, pour rencontrer les objectifs du pouvoir central, ont pris des mesures tout à fait discriminantes, discriminatoires et intransigeantes. Et confinement de dizaines de millions de personnes, on a tous à l'esprit Shanghai avec ses rues vides au moment où chez nous on circule. Mais le problème dans une dictature, c'est qu'à l'occasion du Covid, tout comportement qui était non conforme était considéré comme un acte politique, et donc la dissidence politique était réprimée,
les crimes, les comportements considérés comme les comportements sociaux considérés comme des crimes. Voilà, donc c'est pas une fausse question, se demander si à l'occasion d'une pandémie, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver en dictature, c'est une vraie question. Et dans le Covid, est venu s'ajouter une dimension supplémentaire, qui est la politisation et la désinformation, qui sont venus ajouter de la confusion dans ce débat sur la liberté versus la santé publique. Et voilà un exemple de confusion. Je vous rappelle, très tôt, en juillet 2020, 239 scientifiques ont dit que le SARS-CoV-2 se transmettait par l'air. Ils ont écrit une lettre ouverte à l'OMS. Et l'OMS a dit pas du tout. Fact-check ici, voilà, fact-check. Covid-19 is not airborne. Et donc on se trouve devant un problème. Si les spécialistes disent que ça se transmet par l'air et d'autres supposés spécialistes disent que ça ne se transmet pas par l'air, alors quand on dit qu'il faut prendre des mesures pour se protéger de la transmission par l'air, ça sera facile pour ceux qui sont des apôtres de la liberté individuelle et de je sais tout, de dire mais non, pas du tout, il ne faut pas le faire. Et on l'a vu aussi dans les dissensions entre médecins. Il y a eu ça en Belgique, dans une moindre mesure évidemment que la France. Je crois que la France a été l'exemple typique de sur tous les plateaux de télévision, il y avait les pros, les cons, ça débattait, enfin moi j'avais pensé à un débat, sans fin. Alors la politisation, au moment où Trump risque de revenir en première place, ça a été une polarisation de la discussion sur le Covid entre républicains et démocrates. On a souligné tout à l'heure que Trump et son administration, mais je ne sais pas si c'est pas Fauci plutôt qui a joué un rôle pour les vaccins, mais il y a eu toute une discussion sur l'école. Est-ce qu'on ouvre, on ferme les écoles, dans quel domaine public on va, est-ce qu'on met un masque, on ne met pas un masque, et tout ça au nom de la liberté. Et donc je vous ai mis ici en bleu les États qui ont voté Trump, et on voit que ça a des conséquences, parce que de nombreux États ont même élu des responsables sanitaires qui ne pensaient pas que le Covid-19 était une maladie transmissible qu'il fallait contrôler par le masque ou par la ventilation. Et donc on a vu ici que dans la mortalité, en fonction du vote des électeurs, c'est assez original comme publication. Et donc on voit ici que dans les États où c'était Biden qui avait eu la majorité, il y avait une mortalité ici de 241 pour 110, je pense. Et dans les États où Trump avait la majorité, on était à 367 000. Donc ces mesures, ces discussions politiques impactent immédiatement la santé publique et la population. Alors, qu'est-ce que doivent être les restrictions des libertés en temps de pandémie? Alors, je pense que la première chose, c'est qu'elles doivent être proportionnées au risque. Et ça, c'est un débat qui a mis du temps à s'installer. On en avait discuté, tu te rappelles, Marius? On en avait discuté longuement, et c'est un débat qui n'arrivait pas à percer chez les politiques. C'était le risque devenait un risque absolu, et je prenais toujours l'exemple qu'à la basilique de Kuckelberg, qui est la plus grande basilique à Bruxelles, on pouvait mettre, je crois, 12 ou 14 personnes à l'intérieur, et c'était le même nombre qu'une petite chapelle, c'était 12 personnes à l'intérieur. Et donc, la notion de risque relatif par rapport à un risque absolu, c'est une notion fondamentale qui permet de moduler le concept de liberté, qui permet de désarmer les idéologues de la liberté individuelle. Parce qu'il y a moyen d'atteindre cette parcelle de pensée rationnelle qui peut-être se loge entre quelques lobes et arriver à la réveiller et dans la mesure où on n'en fait pas un enjeu de pouvoir. Parce que je crois que dans toutes ces discussions, il y a des enjeux de pouvoir.
des enjeux de pouvoir de la part de ceux qui contestent. Je crois qu'il y a moyen de faire comprendre ça. Alors ça doit être basé sur les évidences scientifiques. Alors écrire ça, pour moi c'était évident, mais malheureusement il y a eu des évidences scientifiques dont on n'a pas tenu compte. Et on en a tiré des conclusions qui n'étaient pas basées sur des évidences. Alors, ce qui est très important, ça doit être expliqué et compréhensible pour avoir l'adhésion de la population. Et alors, on a eu tous ces discours qui partaient dans un sens, puis dans l'autre, le cafouillage intégral sur les masques. Est-ce qu'un masque est efficace ou n'est pas efficace, etc. Elle doit être limitée dans le temps. Et ça aussi, c'est très très important. Ces mesures extrêmes doivent être limitées dans le temps parce qu'elles perturbent l'ordre social et elles perturbent l'ordre économique. D'ailleurs, c'est au nom de cet ordre économique qu'aux États-Unis, ils ont refusé dans certains États de mettre ces mesures en place. Et je crois que le plus important, c'est qu'elles doivent s'inscrire dans une loi et que cette loi doit être approuvée par le Parlement. Et en Belgique, nous avons eu la loi pandémique versus un état d'urgence. L'état d'urgence, c'est toujours suspect parce qu'à partir de l'état d'urgence, on s'installe et l'état d'urgence devient un état perpétuel. Alors en Belgique, en mars 2020, il y a eu un régime d'exception en attendant la loi. Et ce régime d'exception consistait en transférer les pouvoirs du Parlement au profit du gouvernement pour une durée de 3 mois, dans le cadre de la confiance que le Parlement a accordée au gouvernement afin de lui permettre d'agir pleinement avec détermination. Donc la crise sanitaire a ainsi amené les pouvoirs publics belges à limiter clairement les droits et libertés des citoyens d'une manière inédite en temps de paix. D'habitude, ce genre de mesures se prennent en temps de guerre ou en temps de crise grave. Alors la loi a été activée et a conduit, je vais rapidement revenir là-dessus, télétravail obligatoire, port du masque, transport collectif, commerce, sans finesse, tout ça devait être fermé. On a introduit des appareils de mesure de la qualité de l'air, et puis il y a eu le Covid Safety Kit, avec des seuils qui se discutaient tout le temps, on a eu des discussions qui frôlaient le délire pour savoir où est-ce qu'on mettait la barre, à 200, à 400, en événement intérieur, événement extérieur. Voilà. Alors la loi pandémie a été jugée liberticide par certains constitutionnalistes parce qu'il y avait des zones d'ombre sur la question des données personnelles. Question, que reste-t-il de nos données maintenant que le Covid est fini? Où se trouvent ces masses de données de la vaccination, de la maladie? Où sont-elles? Combien de temps? Et en plus, là, Brigitte se greffe un enjeu communautaire. C'est en Belgique la communauté flamande, la communauté française. Et voilà, et donc les données, semble-t-il, sont en flanc. Alors, pour terminer, je dirais que les restrictions des libertés qui sont inévitables si on veut éviter la transmission. Hein, et d'ailleurs, on n'a rien inventé parce que si vous lisez un hussard sur le toit de Georges Godot avec le choléra, l'histoire de la peste, la lèpre, tout ça, c'était des mesures de confinement, des mesures de restriction des libertés. La restriction des libertés, pour moi, doit être modulée par la notion de risque relatif. Alors le risque relatif, c'est quelque chose qui doit intégrer plusieurs variables, des circonstances d'un événement. Je me rappelle très bien qu'on a fermé des rassemblements à l'extérieur. Il y avait des gens qui s'étaient réunis au bois de la Cambre et on a envoyé la police avec des autopompes pour disperser ces groupes alors qu'ils étaient assis calmement sur l'herbe. Et on disait, oui, il faut empêcher la transmission. Enfin bon, le virus dans l'air, si on est à 60 cm l'un de l'autre, le risque de transmission, à mon avis, était égal à 0. Alors, est-ce qu'il faut mettre le masque, est possible ou pas? Les caractéristiques du lieu, tenir compte du volume, la ventilation, la circulation de l'air. La probabilité d'émission d'un aérosol, c'est pas la même chose. Parler, crier, chanter. Il y avait des études qui avaient bien montré que dans une chorale, il y avait eu 80% des gens qui avaient été infectés. Et la probabilité d'avoir un individu infecté, c'était la discussion aussi à l'époque où on pensait que le vaccin empêchait la transmission. Et une manière aussi de moduler cette liberté sans heurter le besoin de liberté de gens, c'est pour un germe qui se transmet par voie aérogène
de penser à la qualité de l'air. Et donc, la qualité de l'air, on en a parlé beaucoup, il y a même une loi qui est sortie sur la qualité de l'air, comme les mesures que tu soulignais qui s'effritent depuis que la pandémie est terminée, l'application de ces mesures dans les écoles, les bâtiments publics, etc., je ne sais pas trop où ça en est, mais l'idée c'était de mettre un critère de sécurité de l'air, qui d'ailleurs peut être valable pour les autres polluants que les microbes d'ailleurs dans l'intérieur du bâtiment. Et donc, dans l'anticipation de la future pandémie, je pense qu'on doit se préparer par la ventilation et faire en sorte que ceci soit mis en place. Mais ça a un coût et ça nécessite des décisions politiques courageuses. Voilà. C'est à toi. Bravo Nathan, c'est un plaisir de te retrouver. Effectivement, nous sommes devenus anciens collègues. 40 ans plus que maintenant. Je vais reprendre la dissertation au début, je suis professeur. Et j'ai cité Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre, à ma connaissance, a écrit dans Les Chemins de la liberté que la liberté, c'est le choix. Et je ne sais pas comment Jean-Paul Sartre se serait positionné dans la crise Covid. Est-ce qu'il aurait fait partie des anti-liberticides? Est-ce qu'il aurait prôné la vaccination pour tous au nom de la liberté de la population d'avoir accès à la santé, ou bien la liberté individuelle au nom de la liberté individuelle? Donc ça, c'est une vraie question, et Jean-Paul Sartre n'est plus là pour le dire, il n'a pas prévu, dans aucun de ses ouvrages, je crois, la survenue d'une pandémie. Donc je ne sais pas comment il aurait réagi. Ce qui est important, effectivement, c'est que, comme a dit Nathan, les lois et les réponses des gouvernements à la pandémie ont été tout de même assez proches, en tout cas dans nos pays occidentaux, et certainement en France et en Belgique, avec une différence qui est que la France a opté pour une loi d'urgence. Une loi d'urgence qui était limitée dans le temps, qui était de 2 ans, puis qui a été repoussée à pratiquement 3 ans avec l'apparition de la vague Covid, de la vague Omicron. Et donc, cette loi d'urgence a permis à l'État de dépasser peut-être cette notion de liberté individuelle et d'imposer des mesures qui n'étaient pas forcément populaires, et je vais me concentrer essentiellement sur la vaccination. La France et d'autres pays ont décidé de contourner l'idée de l'obligation vaccinale, mais d'y arriver pratiquement avec le pass vaccinal. Et donc le pass vaccinal a été une façon de convaincre de façon assez efficace l'ensemble de la population de plus de 18 ans de se faire vacciner. Évidemment, ce sont les personnes les plus exposées au risque, les personnes les plus âgées qui sont allées, et c'était l'ordre qui était prévu, bien sûr, ce sont les personnes les plus âgées qui se sont fait vacciner. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'en France, comme dans les autres pays, je crois, en tout cas les pays occidentaux, les jeunes ont adhéré de façon absolument remarquable, et moi je n'arrête pas de les remercier, à cette vaccination, car en fait, leur vie n'était pas en danger pour la plupart d'entre eux. Et c'est le pass vaccinal qui, en France, n'était pas une obligation, mais il fallait avoir le pass pour aller dans différents endroits publics ou dans les moyens de transport. L'État laissait la liberté à la population de choisir à ne pas se faire vacciner, mais de faire des tests. Et l'État a même poussé la générosité. Je vous fais un peu l'avocat de l'État, mais je ne suis pas complètement... je ne soutiens pas toutes les actions de l'État, mais en tout cas, l'État a poussé la générosité jusqu'à rembourser les tests pour permettre à la population de choisir entre se faire tester de façon récurrente ou bien se faire vacciner.
Et tout de même, la population a été sage et a choisi de se faire vacciner pour sa grande majorité. Et puis, il y a eu une question un peu particulière, même très particulière, concernant les soignants, avec la question de l'obligation vaccinale chez les soignants. En France, c'est une question récurrente, c'est une question brûlante. Il se pose très régulièrement la question de faut-il obliger les soignants à se faire vacciner contre la grippe? La réponse a toujours été non. Et là, grâce à l'état d'urgence, eh bien, il y a eu la possibilité de vacciner les soignants. Et en fait, cette obligation vaccinale pour les soignants a été acceptée par la très grande majorité des soignants, puisque seules quelques centaines de soignants n'ont pas accepté de se faire vacciner. Mais cette obligation vaccinale, heureusement, elle n'a été conçue que dans le temps de la primo-vaccination, c'est-à-dire dans la période où la vaccination avait encore un sens dans la prévention de la transmission et la prévention de la contamination. Par contre, lorsque, à l'été 2020, on s'est aperçu, ou à la fin de l'année 2020, on s'est aperçu que cette protection vaccinale contre la prévention de la transmission diminuait et qu'il était nécessaire de faire un rappel, alors le rappel n'est pas devenu obligatoire, mais seulement recommandé. Et le taux de vaccination par rappel des soignants est aujourd'hui catastrophiquement bas, il est de 10% en France. Encore plus faible que le taux de vaccination contre la grippe des soignants. Et en fait, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est cette notion de ratio bénéfice-risque dans la décision des pouvoirs publics et la décision des soignants ou de la population générale d'adhérer à la vaccination et la nécessité de prendre en considération ce ratio bénéfice-risque et de l'objectif de la vaccination. Est-ce que la vaccination va permettre de prévenir la transmission, auquel cas on peut accepter dans une situation d'urgence cette notion d'obligation vaccinale, mais s'il n'y a pas prévention de la transmission, si le bénéfice n'est que strictement individuel, je parle du soignant, et uniquement la prévention de sa maladie à lui, alors il faut vraiment un exercice mental important pour dire je me protège contre la maladie, donc je n'irai pas à l'hôpital, donc je resterai en poste, donc je pourrai soigner les malades, les autres malades. Donc c'est ça le raisonnement, et c'est vrai que c'est un raisonnement qui est compliqué. Je voudrais simplement dire que l'obligation vaccinale en population générale, elle n'est pas toujours si mal acceptée que ça. Et on a bien sûr l'historique de la variole, qui a été obligatoire en France comme ailleurs. Et je disais à Marie-Paul, l'épisode du monkeypox, la pandémie monkeypox, a été une illustration d'un certain bénéfice de cette vaccination obligatoire qui, comme vous le savez, s'est arrêtée en 1979-80, puisque la France avait déjà des stocks de ce vaccin de troisième génération qui est le MVA. Et on sait que ce vaccin MVA, qui est non réplicatif, est beaucoup moins puissant que le vaccin de première génération qui était la vaccine. Et on a considéré que les personnes qui étaient nées avant 1979, qui avaient eu une vaccination obligatoire contre la variole par le vaccin de vaccine de première génération, eh bien cela pouvait ne recevoir qu'une seule injection de MVA. Et les études immunologiques actuelles montrent qu'effectivement, le bénéfice immunologique, on parle ce matin de la mémoire immunitaire, eh bien la mémoire immunitaire de ces personnes persiste et l'immunité conférée par la vaccination dans l'enfance avec le virus de vaccine, plus une injection de MVA, est supérieure à 2 injections de MVA. Il est possible que le bénéfice clinique soit également associé à cette mémoire immunitaire rappelée par le MVA. L'autre point, c'est la bonne acceptabilité en France de l'obligation vaccinale qui a été très décriée, très difficile à mettre en place pour les vaccinations d'enfance, de la petite enfance, et on tient à rassurer les familles, car l'obligation vaccinale, c'était un engagement de l'État, et un engagement de l'État, finalement, à assumer le bénéfice-risque, vraisemblablement parce que ce bénéfice était très supérieur, c'est vrai, bien sûr, ce bénéfice est très supérieur au risque. Alors, je ne suis pas un chantre de l'obligation vaccinale, je préférerais de très loin qu'il n'y ait pas d'obligation vaccinale, mais il est possible que dans certaines situations, ce soit important.
Et puis, dans le comité que je dirige, on a été interrogé sur le futur des vaccins ARN messagers. En particulier, on s'est particulièrement penché sur l'acceptabilité par la société de cette nouvelle technologie vaccinale. Et en fait, on a eu la chance qu'il y ait en France des études sociétales, en particulier des études de cohorte, avec notamment l'étude Covid-19, qui a montré que dans les débuts de la vaccination contre le Covid, ça n'était pas l'innovation technologique qui faisait peur. Bien sûr, il y avait les antivax qui avaient peur qu'on modifie la code génétique, etc., ou qui avaient peur que ça donne la 4G ou la 5G ou je ne sais quoi. Mais en dehors de ces folies, la société a réagi de façon raisonnable vis-à-vis de l'innovation technologique et a considéré que c'était une chance. Et c'est seulement quand, c'est ce que montrent les études de type Covid-19, c'est seulement quand les effets indésirables de ces vaccinations sont apparus, avec les accidents thrombotiques et puis les accidents de type myocardite péricardite, que l'hésitation vaccinale a grandi. Donc, il faut peut-être être un peu optimiste et ne pas craindre que toute innovation technologique soit associée à une frilosité vaccinale. Et puis, comme je l'ai dit, tout de même, c'est le ratio bénéfice-risque qui permet de prendre conscience à chacun de l'intérêt de la vaccination. Et bien sûr, ce ratio bénéfice-risque, il est spécifique à chaque infection et à chaque vaccin. Et on parle de la vaccination Covid contre une maladie qui n'était grave que chez les vieux, entre guillemets, chez les sujets de plus de 60 ans et chez les personnes à risque. Qu'en aurait-il été d'une infection qui aurait été grave chez l'enfant? L'acceptabilité de cette vaccination, évidemment, aurait été différente à condition que le bénéfice soit supérieur. Et puis, il faut aussi que nous prenions collectivement conscience et que les décideurs prennent conscience de l'objectif de la vaccination dans cette notion de ratio bénéfice-risque, avec la différence, la perception de la différence entre le bénéfice individuel, mais qu'est-ce que le bénéfice individuel? Est-ce que c'est une prévention de l'infection ou est-ce que c'est une prévention de la forme sévère? Et si l'on vient à la prévention de l'infection, alors il y a un bénéfice collectif, puisque c'est la prévention de la dissémination de l'épidémie. Si c'est une prévention des formes sévères, il y a aussi un bénéfice collectif, puisqu'il y a une réduction des hospitalisations et un désengorgement des hôpitaux. Et cela, dans notre comité, on s'aperçoit que les décideurs publics n'ont pas pris conscience réellement de la subtilité de ces différents aspects du ratio bénéfice-risque. Et puis, je ne résiste pas à vous montrer quand même les résultats de cette étude. Alors, on a des épidémiologistes et des modélisateurs dans la salle qui sont plus critiques que moi, mais vous avez sans doute vu cette étude de la région Europe de l'OMS et du réseau de surveillance des infections respiratoires qui montre que la vaccination anti-Covid depuis 2020 a permis d'épargner 1,4 million de vies en Europe. 1,4 million de vies, c'est absolument formidable. Et là encore, moi, je voudrais saluer les jeunes qui se sont vaccinés pour le mieux, car ces 1,4 million de vies, ce sont surtout des personnes âgées qui ont été sauvées, entre guillemets, sauvées. Et donc, je crois quand même que, alors peut-être certainement grâce au pass vaccinal, le franchissement d'une certaine étape de la liberté individuelle a permis aux jeunes de participer de façon massive à cette prévention de la mortalité. Alors, dans les toutes premières phases de l'infection, bien sûr, ensuite ça a été la vaccination individuelle qui a protégé. Mais voilà, donc il y a eu une action d'État qui a poussé les limites de la liberté individuelle sans complètement les franchir de façon dictatoriale et qui a permis peut-être d'améliorer les choses. Et pour finir, on a parlé ce matin des vaccins contre l'infection à virus respiratoire syncytial et des anticorps monoclonaux. Et donc je racontais lors du déjeuner que on nous a demandé, le gouvernement nous a demandé en France si c'était intéressant d'acheter du Beyfortus, cet anticorps monoclonal contre les VRS.
Et donc nous avons plaidé sur la base des données des essais cliniques en faveur de l'achat massif de cet anticorps monoclonal. L'État nous a suivis à moitié, c'est-à-dire qu'il a prévu d'acheter de l'anticorps monoclonal pour 2/3 de la classe d'âge. Il était prévu d'immuniser les enfants à la naissance, à la clinique ou à l'hôpital à la naissance. Et pour une fraction de population d'environ 350 000 enfants, l'État a acheté environ 200 000 doses. Les doses ont été épuisées au bout de 2 mois. C'est-à-dire que la population s'est massivement engagée dans la protection des bébés et l'utilisation de cet anticorps monoclonal, qui n'était pas un vaccin, qui était un anticorps monoclonal, mais tout de même, dans la psyché, c'est pas si différent que ça. Et donc, ceci pour illustrer le propos que, en fonction de l'infection et en fonction de la population cible de la gravité, eh bien, l'acceptabilité vaccinale peut différer de façon absolument majeure. Et pour terminer, nous essayons de convaincre les décideurs français que nous entrons dans une nouvelle ère avec la possibilité de limiter chaque année le fardeau des infections respiratoires aiguës avec les 3 vaccins, Covid, grippe et bientôt VRS. Et il faut que les décideurs prennent conscience que la prévention, ça n'est pas forcément la prévention de l'infection, mais la prévention de la forme grave. Et là, on revient à ce débat, à cette question initiale sur où est la liberté individuelle vis-à-vis de la forme grave et vis-à-vis de l'engorgement des hôpitaux. Et pour finir, pour rejoindre complètement la position de Nathan, l'accès au vaccin, c'est bien sûr un cadeau magnifique de la science, mais il faut que les vaccins soient intégrés dans une politique plus large de prévention des infections respiratoires airborne, transmises par l'air, et avec une utilisation plus large du port des masques et une utilisation, enfin un développement de la ventilation des espaces publics, de manière à pouvoir faire avancer la société vers une décision de privation de liberté individuelle, on met le masque, et une possibilité d'accéder à une plus grande liberté individuelle grâce à la ventilation des espaces publics. Voilà. Merci professeur Bertrand. Je pense que vous avez couvert pas mal de questions tous les deux, abordé pas mal de thèmes. Il y a 2-3 petites choses sur lesquelles je voudrais revenir. Est-ce que ce dont on n'a pas manqué à tous les deux, cette question, c'est pas un débriefing? J'entendais tout à l'heure le professeur Paul-Henri Lambert qui disait si on avait eu 1 mois de retard dans le délai de vaccination, c'était 100 000 vies. Je vous entends maintenant, Madame Autran, je suis vraiment pas bonne en chiffres. 1,4 million de vies épargnées en Europe, 96% des vies étant de plus de 60 ans. Ça, ce sont des chiffres qu'on n'a peut-être pas assez donnés. Est-ce que c'est pas nécessaire aussi de les répéter? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez entendu après coup. C'est un peu comme si tout le monde en avait eu un peu marre, les politiques, tous, on a eu envie de passer à autre chose et on n'a peut-être pas fait la synthèse avec les gros chiffres. Vous avez complètement raison, mais l'étude que j'ai citée est un préprint, ce que je n'ai pas dit. Et tout de même, je serais curieuse de savoir ce que Antoine Flau et Simon Fauchemès pensent de cette étude et comment ils la valident. Et donc, il est un petit peu tôt pour que les politiques s'emparent de ces données. Il faut qu'elles soient strictement validées par... Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où on aurait pu dire en fait, d'avoir été vacciné, ça vous a sauvé de autant de semaines de lockdown? Parce qu'on était vraiment dans cette position par rapport à certains qui vraiment estimaient que leur liberté individuelle était bafouée. Et ça peut se comprendre selon les points de vue des uns et des autres. Mais néanmoins, il y avait peut-être des explications à donner pour dire, écoutez, tenez le coup, au-delà de la vie, on a vu le bénéfice-risque, c'est pareil, on n'attend plus, mais c'était quelque chose qui semblait évident à tous les médecins, à tous les scientifiques, bénéfice-risque, vous avez été élevés, drillés à ça. Et puis quand on met ça face à une population, il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi, je suis jeune, donc si jamais j'ai le Covid, je ne meurs pas, pourquoi j'irais me choper quelque chose en faisant un vaccin? C'est un peu tout ça qu'on a mélangé finalement et qui était un peu antinomique. Je crois surtout qu'on n'a pas été assez clair
On n'a pas été assez clair parce que nos connaissances ont évolué avec le temps. Au début, quand on voyait les gens mourir, les tranches d'âge n'étaient pas aussi apparentes qu'au bout de quelques mois. Hein. Il y avait des jeunes qui mouraient, il y avait des plus âgés, etc. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte qu'en fait la mortalité frappait surtout les patients au-delà de 65 ans, les premières statistiques l'ont très bien montré, et les patients immunocompromis par les comorbidités, à ce moment-là, on aurait dû dire qu'il y avait des priorités, des stratégies de priorité, parce que ce sont ces gens-là qu'on retrouvait à l'hôpital. Et donc ce qu'il fallait, c'était protéger l'hôpital. L'hôpital était, enfin mon hôpital, l'hôpital Saint-Pierre, était au bord de l'explosion. Hein. Il y avait des gens qui arrivaient de partout. Mais laissez tranquille les jeunes, parce que moi j'avais été dans une école, on m'a envoyé dans une école d'un quartier défavorisé, où j'ai commencé ma conférence par mettre à la porte quatre gamins qui étaient en train de jouer sur leur tablette en rigolant pendant que j'essayais de parler. Mais après, j'ai discuté avec la salle et j'ai modulé mon... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais est-ce que je dois me faire vacciner comme ma grand-mère ?» Alors je dis « Si votre grand-mère est vaccinée, c'est formidable. Amenez-la à la vaccination. Et après, vous déciderez si... Oui, mais la vaccination va me rendre stérile. » Alors je dis « Non, ça c'est faux. Mais la vaccination va peut-être modifier un peu vos règles. Donc vous choisissez. Donc laissez le choix aux jeunes, c'est les responsabiliser et dire aux personnes vulnérables, allez-y parce que là c'est une question de vie ou de mort. Et ce type de message, que moi j'appelle la définition du risque relatif, n'a pas été suffisamment dit. Et alors ça a introduit une confusion et un sentiment de révolte chez certains jeunes adolescents qui ont voulu affirmer leur autonomie, leur liberté dans le cadre de leur adolescence, en disant je m'oppose à la vaccination et je fais un amalgame. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nathan. Je pense que ce sur quoi il faut vraiment qu'on insiste, c'est l'incertitude dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, on n'a pas su si le vaccin protégeait contre l'infection et la transmission. On n'a su qu'avec des études épidémiologiques, et ça n'a été vrai que 6 mois. Dès que le virus a commencé à varier, eh bien, on n'avait plus une aussi bonne prévention de la transmission. Et c'est vrai que les décideurs, enfin je parle pour la France, mais j'imagine que c'était pareil en Belgique, les décideurs étaient frileux, avaient peur, et nous-mêmes qui les conseillions, on ne savait pas très bien quoi leur dire. Et ce que maintenant il faut faire comprendre aux décideurs, c'est cette marge entre prévention de l'infection et de la transmission, et donc limitation de l'épidémie, ou prévention de la forme sévère, bénéfices individuels, mais bénéfices collectifs aussi parce qu'on désengorge les hôpitaux. Et ça, on a encore un long chemin en France, en tout cas, pour le faire comprendre aux décideurs et pour qu'ils osent dire les choses. Et moi, on me répond, ah oui, mais si tu dis ça, alors on n'arrivera jamais à faire la vaccination contre la grippe. Et ma réponse, c'est il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on dise la vérité. On ne peut pas continuer à dire que le vaccin contre la grippe protège contre l'infection grippale. Parce que c'est pas vrai. Et donc, voilà, il y a la liberté, c'est aussi pouvoir choisir face à la vérité. La vérité, on ne l'a pas toujours. Est-ce qu'on a des questions? Ah oui, on a des questions. Pas mal de questions. Il faut des micros d'ailleurs, parce que... Oui, en plus, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président Macron en disant qu'il naviguait à vue. Mais c'est vrai que tout le monde naviguait à vue. Et des choses qu'on croyait être vraies se sont révélées pas vraies. Tu parles de la protection contre la transmission, mais au début, on a vu des données qui étaient probantes contre la protection contre la transmission. Donc à ce moment-là, vacciner les gens, pousser les gens à se faire vacciner pour avoir une protection indirecte était justifié. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils avaient été dans cette direction-là, c'était difficile aussi de reculer en arrière en disant écoutez, on vous a dit que si vous vaccinez, vous allez protéger votre grand-mère, mais en fait, c'est pas vrai. C'est quoi ça? Les masques a été un peu pareil. Les seules données qu'on avait au début, avant qu'on sache quoi que ce soit sur la protection sur les masques, c'était des données qui avaient été faites en essais cliniques randomisés sur les masques, sur la grippe. Et ce qu'on avait pu voir, c'est sur la grippe, porter les masques de façon systématique
pendant une épidémie, pendant la pandémie de grippe, ça ne servait pas. Pourquoi? C'est parce que la grippe, on est contaminant qu'une fois qu'on a les symptômes. Donc pour la grippe, il suffit que ce soit ceux qui sont malades qui mettent les masques. Ça suffit, c'est pas la peine que tout le monde en mette. Alors que c'était complètement différent pour le Covid. Donc en fait, quand on analyse, on est toujours beaucoup plus intelligent après. Mais la science évolue, mais il faut être conscient du fait que si la science évolue, c'est plus difficile pour les politiques en fait de changer leur veste. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une cacophonie, et je pense qu'effectivement, tu as raison, il faudrait être plus honnête sur ce que font la vaccination, ce qu'elle ne fait pas. On demande à tout le monde de se faire vacciner contre la grippe, et tout le monde sait que le vaccin grippe ne protège pas grand-chose, mais... Ouais. Et donc, on a du coup une accusation vis-à-vis des politiques et des scientifiques d'être des menteurs. Et c'est difficile de savoir comment on va arriver à se débarrasser de cette étiquette. Le secrétaire perpétuel et le président. Merci beaucoup pour cette réflexion. J'avais, dans le même sens, il y avait à un moment donné le philosophe Klein en France qui a souligné combien c'était difficile d'être un expert. Parce qu'un expert n'est expert qu'à partir du moment où il y a des données evidence-based qui sont distribuables et sur lesquelles il peut se baser. Et donc, en fait, on demandait au niveau des politiques, parce qu'ils avaient un besoin d'experts, de donner de la part de l'expert des informations qui soient précises, alors que l'expert lui-même ne pouvait pas se reposer sur des données tangibles. Et donc, il y a là une sorte de paradoxe qui fait que c'est difficile aussi pour les gens, à partir du moment où on qualifie des personnes d'experts, et c'est vrai qu'ils le sont parce que c'est dans leur domaine, mais ils ne le sont pas toujours parce que les données scientifiques ne sont pas existantes. Et donc je trouve que cet aspect des choses doit être quand même bien mis en évidence parce que plus on procède, plus on avance, et on le voit aujourd'hui, plus on a des données qui nous permettent d'avancer des informations qui sont beaucoup plus réalistes et qui sont beaucoup plus utilisables en communication. Donc, au fond, le problème est alors comment faut-il communiquer? Et ça, c'est un très grand rôle. Alors, on dit oui, il faut demander à des experts en communication. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours des experts en communication, mais parfois, c'est aussi, comme on dit, une question de bon sens. Et ce que vous disiez par rapport aux jeunes que vous remerciez, c'est quand même que le bon sens aussi, dans un nombre important de situations, l'emporte dans beaucoup de situations telles que celle-ci, sur finalement l'abstraction inutile. Et donc je trouve que ça c'est un point important parce qu'à côté de ça, il y a ceux qui font beaucoup de bruit et qui sont par exemple les antivax. Mais les antivax, ce sont des activistes qu'il n'est pas possible de persuader parce qu'en fait ils refusent tout simplement la persuasion. Donc on peut s'y attaquer, mais il y a du goudron dans les synapses, donc ça ne s'arrangera jamais. Donc, en fait, le problème, c'est de communiquer avec la population générale. Et là, il y a aussi le problème de culture. On l'a vu ce matin avec la Flandre et la Wallonie. Il y a des populations qui sont, entre guillemets, plus obéissantes, c'est un mot que j'aime bien, mais en tout cas qui acceptent plus volontiers qu'on leur impose des choses. Et d'autres, chez lesquels culturellement, c'est beaucoup plus difficile d'imposer des choses. Donc, en fait, c'est surtout les culturellement plus difficiles à convaincre sur lesquels il faut travailler pour essayer de trouver le moyen de faire passer le bon message. Et ça, je trouve que c'est une question, moi, qui est difficile parce que je crois que c'est une vraie question pour les académies en particulier, ou pour le Conseil supérieur de la santé, ou pour les personnes qui doivent finalement tenter de faire passer des messages utiles à la population. C'est comment faut-il communiquer. Est-ce que ce qui n'a pas choqué justement à certains moments certains, c'est qu'on avait le même message pour tout le monde, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le travail, le fait de ne pas être actif non plus, on a dû, parce qu'on avait une réponse globale au départ, tous être mis au même rang en fait, tous logés à la même enseigne. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que certains se sont révoltés en disant mais je n'accepte pas. Est-ce qu'on n'a pas assez peut-être décliné le message, mais on n'avait pas le temps non plus de le faire. C'est quelque chose à réfléchir. Moi j'ai une conviction profonde, c'est qu'il y a beaucoup d'imbéciles, hein, mais il y a moyen de convaincre. Il y a moyen de convaincre si on utilise les bons mots et si on prend le temps.
Et faire appel à l'intelligence des gens, c'est pas un combat inutile. Et personnellement, moi j'ai constaté que lorsqu'on explique correctement et qu'on reconnaît, c'est très important, ce que l'on ne sait pas, on reconnaît qu'on ne sait pas, eh bien les gens acceptent. Et ça, je crois, enfin moi pendant tous mes passages divers, j'ai jamais été dans aucune instance officielle gouvernementale. Donc j'avais ma liberté de parole. Moi, j'ai toujours essayé de plaider pour qu'une communication officielle soit prise en compte par des communicateurs avec qui on discute du message. Et ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu d'agence, à ma connaissance, de communication qui a été chargée de livrer un message. Il faut savoir que pour vendre une salonnette ou une voiture, on voit les milliards que l'on met. Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ce débat. Dans la suite de ça, je voulais dire que, à mon avis, la population est au centre de 3 niveaux d'information, 2 que vous avez abordés et là vous avez complètement escamoté. Le premier, ce sont les scientifiques, donc les médecins. Le deuxième, c'est les politiques qui prennent des décisions sur la base de ce qui est recommandé par les scientifiques et les médecins. Et le troisième pôle, ce sont les journalistes. On parle de communication, etc. Moi, j'ai assisté à des multiples débats animés par des journalistes au moment du Covid. J'ai été sidéré de la façon dont les journalistes géraient ces débats et les géraient à la limite. On a un journaliste en face de nous, donc je vais être prudent dans mes propos. Mais on sait bien que les journalistes, il faut faire du buzz, il faut, etc. Et donc, ils avaient l'art de présenter les choses sous une forme de débat, même quand il n'y avait pas de débat possible, qui évidemment occultait complètement pour la population le message qu'il fait recevoir. Donc je crois que les journalistes ont joué un rôle, à mon avis, qui était largement sous-estimé dans la façon dont on a finalement mal géré, ou en tous les cas de la population a mal reçu le message. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour l'avenir. Il faut absolument que les journalistes, autant je suis d'accord qu'ils veulent faire du buzz pour des choses qui ne sont pas importantes, mais quand il y a un problème de santé publique comme on l'a connu, et vous venez de dire, hein, Saint-Pierre qui était au bord du désastre, etc., à ce moment-là, ça devient un problème de responsabilité journalistique, et il faut absolument que, et à mon avis, il faudrait même qu'il y ait une commission journaliste, j'imagine, qui décide et qui impose aux journalistes d'avoir un débat raisonnable, et pas un débat qui tout le temps est en train d'essayer de... Madame Violette à venir. Oui, écoutez, je comprends très bien ce que vous dites, et vous avez en grande partie raison, mais néanmoins, je ne sais pas ce qui s'est passé en Belgique, mais néanmoins, les bons journalistes, ça existe. Et on a constaté en France que les bons journalistes, les bons journaux ont fait des progrès fantastiques avec la Covid. Ils ont appris à discuter avec les scientifiques, ils ont appris la notion d'incertitude, et donc en fait il faut faire le tri entre les bons et les mauvais journalistes, les bonnes et les mauvaises chaînes qui veulent faire du buzz. Et puis il y a les réseaux sociaux, et je crois que c'est quand même eux, les réseaux sociaux, qui font le plus de mal aujourd'hui. Si je peux me permettre, je pose une question, mais c'est pas pour défendre ma corporation, mais il y a les bons et les mauvais journalistes, peut-être de cette façon-là, c'est dit d'une certaine façon, mais il y a surtout les journalistes qui ont une expérience scientifique et qui ont des connaissances scientifiques, et des journalistes qui n'en ont aucune et qui du jour au lendemain sont propulsés spécialistes du Covid. Alors vas-y, fonce, tu ne fais qu'un sujet. Et c'est pas évident. Et à ce moment-là, il a fallu, et moi j'étais très extérieure à ça, parce que vous savez, j'avais déjà quitté les plateaux de télé, mais il y en a qui nous regardent à l'heure actuelle et qui savent de quoi je parle. Ceux qui étaient spécialisés savaient quel médecin appelait, quel épidémiologiste appelait, qui appelait pour avoir des renseignements et pour faire la part des choses. Les autres, ils avaient 2 dépêches avec 3 mots-clés. Tu comprends rien, c'est pas grave, voilà, tu feras le sujet et tu demandes des explications à qui tu veux. Et tout ça, c'est pour 13h et 19h ou pour l'édition en ligne, etc. Je défends ceux qui ont dû le faire parce que je sais que c'est pas évident. Et à ce moment-là, je pense que ce qui manque, et sincèrement, j'ai toujours vraiment voulu qu'on arrive à ça, c'est de l'information, et c'est ce que l'Académie a fait. À un moment, on a donné de l'information sur les masques, on a donné de l'information sur les vaccins, on a donné de l'information.
Si les journalistes ne savent pas où aller la chercher, ils ne peuvent pas donner une information. Et il y a beaucoup de gens parmi vous qui vraiment se sont inscrits là-dedans, et ont aidé, et je vois plusieurs visages ici dans la salle, de gens qu'on voyait bien marqués, mais très tirés sur les plateaux, et je n'en mets pas beaucoup, aussi peu que les journalistes, mais qui ont fait ce choix-là d'aider à comprendre. Je voudrais rajouter sur les journalistes, parce que ma femme est journaliste. Je crois que c'est une bonne journaliste. C'est une excellente journaliste. Mais c'est une demi-boutade, parce que c'est une journaliste spécialisée dans le scientifique. Donc quand elle voit un article, elle regarde quelles sont les méthodes statistiques, quelle est la population, etc. Mais elle travaille dans un... Bon, elle travaille à la RTB, allez vous le dire. Elle travaille à la RTB où il y a des réunions de discussion sur les thèmes à amener, où elle n'est pas toujours, et où je la vois s'indigner régulièrement quand elle découvre sur le site de la RTB qu'on a donné un sujet scientifique à un non-scientifique pour être avant RTL. Et donc ce type de journalisme-là est totalement à condamner, évidemment. Mais si vous avez il y a des bons journalistes, et les articles qui sont repris par ces journalistes sont des articles de référence, et qui sont d'ailleurs repris par les scientifiques. Certains scientifiques reprennent les articles écrits par les journalistes. Donc il faut être nuancé quand on dit les journalistes, comme on dit, voilà, les ceci ou les cela. Je crois qu'il y a une nuance à apporter. Mon idée n'est pas connaître tous les journalistes, mais je crois que les journalistes, certains journalistes, je dis certains, ont joué un rôle, à mon avis, néfaste dans la communication vis-à-vis de la population. Parce que la population, nous, on sait faire la part des choses quand on écoute, le commun des mortels, quand ils écoutent, bon, le journaliste, par définition, il est censé apporter la vérité. La méfiance par rapport aux journalistes est grande. Je voudrais juste rajouter un mot à cette question. Je pense qu'il y a pire que les, entre guillemets, mauvais journalistes, il y a les mauvais médecins. Mais en France, on a eu un exemple dramatique de mauvais médecins, et ça, c'est quelque chose. Très médiatisé. Professeur Coban, et on va, je vous dis juste, on a dépassé déjà de 5 minutes le délai. Michel Goldman, je me tourne vers vous et Philippe Sansonetti. Est-ce qu'on peut prendre 10 minutes de plus pour ce débat ou pas? Moi, oui, j'aurais bien un petit mot, mais... Voilà, ok, alors on fait ça. Michel, je vais revenir sur la perspective de pandémie suivante, sur l'importance de la qualité du vaccin, non seulement sur la transmission, ça a été bien souligné et ça me paraît un point important, encore que dans la modélisation de ce qui pourrait être une obligation des soignants, il faudrait mettre le curseur entre 0 et 100, c'est souvent... et donc voilà, où on met le curseur pour que ça puisse être un élément qui permette d'argumenter pour une obligation vaccinale des soignants. Mais aussi, l'effet du vaccin sur la prévention des formes légères. Au niveau individuel, c'est les formes graves qui comptent, bien entendu, mais au niveau de l'hôpital, si on a des soignants qui sont absents pendant 5 jours parce qu'ils ont une forme légère, eh bien ça va augmenter la charge sur l'hôpital. Et je pense que cet élément-là devrait aussi être pris en considération dans la vaccination obligatoire des soignants. Vous avez complètement raison. Le problème, c'est qu'avec les vaccins que nous avons actuellement contre la Covid, la grippe et le VRS, ils ne protègent pas contre les formes sévères. Légères. Ils ne protègent que contre les formes sévères. Donc, il faut qu'on ait la franchise de le dire et qu'il va falloir qu'on fasse passer ce message sans jeter la pierre sur ces vaccins, c'est faire accepter ces vaccins avec leurs limitations. Et ça, c'est vraiment difficile. De ce côté-là, le professeur Flau, derrière vous aussi, professeur Coban, voilà, vous avez un micro. Madame Autrand, j'aurais voulu avoir... Je crois qu'il fonctionne pas, ouais. J'aurais voulu avoir votre avis sur le moment qui était 2020. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, tout ce que vous avez dit maintenant, a du recul, et donc on sait. Mais à l'époque, on ne savait pas. Et pour si Jean-Paul Sartre n'est plus là, André Stoneville est là. Et j'ai été très choqué quand il avait 70 ans, quand il a sorti cette phrase impérissable. J'ai venu attraper le Covid-19 dans un pays libre qui échappait dans un état totalitaire. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez de cette
de l'influence de cette connerie. J'avoue que je ne suis pas une aficionadée d'un réponse conflit. Je le trouve assez. Je n'ai pas d'admiration particulière pour vous souhaitez. Comment Edgar Morin aussi. Et BHL. Oui, bon. Si on fait la liste, là, on va Ils sont des porte-voix. Ils sont dans des porte-voix à l'époque. Mais au bout du compte, c'est quand même Sartre qui a raison. La liberté, c'est le choix. Passons là-haut. Et puis. Oui, merci. Je discutais avec mon voisin Gilbert, on se disait qu'il y a peut-être un élément qu'on a oublié dans l'intérêt du vaccin, sans être anachronique, parce qu'on le sait depuis peu, c'est quand même son efficacité contre le Covid long. On a parlé très peu du Covid long ici. Le directeur général de l'OMS a dit que c'était du bombardement. Je ne sais pas si c'est le cas ou si ce sera le cas, mais toujours est-il que c'est quand même aujourd'hui un incitatif probablement fort pour les jeunes, parce qu'on parlait des jeunes, qui peuvent avoir un intérêt à se vacciner, parce que l'on sait aujourd'hui que ça permet de réduire le risque de Covid. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, bien sûr, mais on ne le savait pas, par définition. On ne le sait que rétrospectivement. Et Simon est là, Simon Cochenez, et dans notre comité, nous avons travaillé sur le Covid long et nous avons interrogé des associations de patients souffrant de Covid long. On avait déjà des évidences à ce moment-là que la vaccination protégeait contre le Covid long. Et on a demandé à ces associations, alors, êtes-vous prêts à prôner la vaccination? Et la réponse a été, on n'est pas complètement sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaire des vaccins et que du coup, les vaccins soient réellement intéressants. Donc voilà, la notion de bénéfice-risque par rapport à une attitude mentale vraiment anti-vaccination, elle est compliquée. Ah, on a la question. J'avais une question à vous soumettre. Il y a une théorie qui avait circulé pendant le Covid, qui est celle de la dette immunitaire, où toutes les mesures d'isolement avaient, entre guillemets, mis au repos donc, le système immunitaire et l'avaient rendu moins fonctionnel. Qu'en est-il? Je vais répondre d'abord parce que je suis immunologiste et je ne crois pas du tout à la dette immunitaire. On ne doit rien. Le système immunitaire ne doit rien. Simplement, le système immunitaire n'a pas été stimulé par certains agents infectieux, notamment à cause du confinement et des masques. Mais il n'y a pas de dette. Donc moi, personnellement, j'ai protesté contre ce terme de dette. Et cela dit, c'est vrai. Épidémiologiquement, il y avait plus d'infections à agents respiratoires après la Covid, et c'est par une baisse de l'immunité qui, on voit bien d'ailleurs, est peu durable quand même, hein, même après une infection. Pour moi, c'est pas une dette. C'est une parenthèse immunitaire. La Mathias de Watripon. Oui, merci pour cet très intéressant débat. Juste une remarque, évidemment, c'est très difficile au moment même, avec l'information qu'on a, d'avoir une bonne communication. Il faut toujours faire attention de ne pas faire le malin expost. Ceci étant dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait quand même pu faire, une erreur qu'on aurait pu éviter? Il me semble qu'au début de la vaccination, alors est-ce que c'est parce qu'on était fatigué de toutes ces mesures qui entravaient la liberté individuelle qu'on avait prises, qu'on a dit, en fait on a dit deux choses. On a dit la vaccination, enfin dans nos pays, la vaccination sera un choix individuel libre, et on a dit aussi, et on va atteindre l'immunité collective. Sans se rendre compte que ce n'était pas clair qu'on y arrivait, en plus, et je suppose, je ne suis pas virologue, mais j'ai compris que plus les variants arrivent, plus l'immunité collective, ça devient compliqué à atteindre, donc on va passer de 70-70% à 90-90%, voilà, plus avec Omicron. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de dire, parce qu'après quand on revient au pass vaccinal, les gens disent c'est dégueulasse, c'était libre, et maintenant c'est plus vraiment libre. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de dire, en plus, on n'avait pas assez de vaccins au début, donc ça ne coûtait rien de dire, par exemple, bien entendu, outre les personnes à risque, plus âgées, comorbidité, ça va être un choix libre. Et merci à tous ceux qui sont prêts de le faire. Maintenant, ceci étant dit, si on se rend compte plus tard que ça ne suffit pas,
eh bien, on va devoir, tout comme on a dû vous confiner, des choses comme ça, eh bien, on va devoir restreindre un peu la liberté, mais on va le faire le moins possible. Est-ce que ça, c'était pas quelque chose qu'on aurait pu faire dès le début, qui nous aurait un peu... Parce qu'on a quand même, bon, l'affaire Macron, ça a super bien marché, mais il y a quand même eu, on le sait, les Français manifestent, mais ils ont quand même beaucoup manifesté. Donc, est-ce que ça n'aurait pas été une manière de se simplifier la vie? Non, moi je ne crois pas. Parce que la Belgique a bien répondu à la vaccination. Il faut se rendre compte qu'au début, avec le vaccin et ce qu'on en savait, on avait comme modèle quoi? L'immunité collective de la rougeole, on avait l'immunité collective de la polio, donc le modèle des vaccinations avec l'immunité collective était quelque chose de tout à fait plausible. Et à ce moment-là, on ne savait pas vers quoi on allait. Et je trouve que l'argument de l'immunité collective, c'est un argument qui a été compris par beaucoup de gens. Et c'est comme ça que la Belgique a atteint des taux quand même qui sont respectables de 90% et 94%. Et c'est à partir du moment où on s'est rendu compte, et la transmission c'est la même chose. Je veux dire, avec l'immunité collective, on diminue la transmission. Et quand on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'immunité collective et qu'il n'y a pas de transmission, ben déjà tout le monde avait reçu son one shot, et donc on était déjà dans une position qui était meilleure. Donc je ne crois pas qu'on aurait dû, parce que la manière dont vous le formulez me semble difficile à accepter par quelqu'un qui n'a pas les connaissances de base. C'est plein de nuances, c'est plein de... Et à l'époque, il fallait y aller parce qu'il y avait quand même des morts partout. Hein.